Rarement dans l'histoire, une opération aussi sophistiquée aura reposé sur les épaules d'un seul homme. Paul-Alain Léger, militaire par idéal, capitaine parachutiste dans l'armée française, a consacré sa vie à un seul but, faire la guerre et la gagner. Un long apprentissage qui lui a permis, en alliant la violence à l'intelligence et parfois le machiavélisme, de devenir un maître de guerre. 1946. La France est en paix, mais l'Indochine brûle. Léger découvre la guerre communiste révolutionnaire. Écœuré, il voit ses camarades mourir et son armée reculer face à un ennemi en sandales. Un ennemi qui sait frapper sans se montrer, alliant intelligence et terreur, et qui se moque bien des ratissages français qui ne bouclent que le vide des rizières. Le jeune lieutenant préfère travailler seul. Parachuté dans une île perdue, il met le feu à la côte ennemie, transforme les pêcheurs en commandos et se spécialise dans le retournement des prisonniers Viet Minh, dont il fait ses plus fidèles alliés. Avec eux, il va multiplier les coups de main et les coups tordus. Seul à la manœuvre, entouré de ses indigènes, aussi invisible que son adversaire, il sait désormais infiltrer l'ennemi, le manipuler et l'intoxiquer jusqu'à sa destruction. L'art de la guerre psychologique. À 36 ans, en quittant l'Indochine, le capitaine Léger emporte ses armes et sa méthode. Quand il débarque à Alger cet hiver de 1957, voilà 3 ans déjà que le FLN a lancé une insurrection pour mettre fin à la colonisation française. Quand il débarque à Alger cet hiver de 1957, voilà 3 ans déjà que le FLN a lancé une insurrection pour mettre fin à la colonisation française. 3 ans qui ont suffi à transformer les échos du Djebel en clameurs de la guerre. À l'état-major, quand on se demande qui sont les experts en subversion, ceux qui savent se battre contre un ennemi invisible, un nom, un seul, revient toujours en premier, le capitaine Léger. Il est temps de mettre sa propre méthode en action. D'abord dans la Casbah de Yasseb Saadi, ensuite dans le maquis du terrible Amirouche. De ces décombres devait être dégagée une douzaine de cadavres, parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Ammar Ali, dit Ali Lapointe. Venant après l'arrestation de Yasseb Saadi, l'explosion de la Casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne. La bataille d'Alger est terminée. Léger, lui, regarde déjà vers les hauteurs des montagnes de Kabylie. Le Front de Libération Nationale a perdu une bataille. Mais l'armée de Libération Nationale n'a pas encore perdu la guerre. Amirouche connaît bien ses Djounoud, combattants de la première heure, des paysans durs au mal et au feu. Mais il manque cruellement de cadres, surtout ceux qui savent lire et écrire. Par la voix de son organisation étudiante, le Front leur lance un appel. Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Notre devoir nous appelle à la souffrance quotidienne.
aux côtés de ceux qui luttent et meurent libres face à l'ennemi. Il faut déserter les bancs de l'université pour le maquis. Le doute a commencé lorsque le colonel Amirouche a muté un lieutenant vers une zone, et 48 heures après, nous arrive la nouvelle qu'il avait été capturé, avec une demi-douzaine de ses collaborateurs, sans qu'un coup de feu soit tiré. Ce qui était inédit, du jamais vu. Qu'on puisse capturer un ou deux par surprise, c'est possible. Capturer une demi-douzaine sans qu'il y ait un coup de feu tiré, ça, le doute a été introduit par ce phénomène. Je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Ils ont cru que, à l'intérieur de ce poste de commandement, il y avait un officier qui s'appelait Ahmed Sabri, et que ce Ahmed Sabri avait trahi. Ils ont cru qu'il avait trahi, et à partir de ce moment-là, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger, car ce Ahmed Sabri était originaire d'Alger, ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger étaient des gens qui étaient manipulés par moi-même, c'est-à-dire par les Bleus. Tous ces jeunes sont prêts à mourir pour la cause. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont vers une mort atroce et qu'elle sera infligée par leurs frères, ceux-là même qui les accueillent à bras ouverts. Personne alors ne s'en doute. Pas même Amirouche. D'autant qu'il vient d'apprendre une autre bonne nouvelle. L'organisation terroriste d'Alger n'est pas morte. La preuve, elle vient de lui écrire. Là encore, Amirouche le Terrible ne sait pas que la lettre qu'il tient entre ses mains n'est que le début d'une opération machiavélique. Et devinez qui tient la plume. Lorsque toute l'organisation rebelle sur Alger a été mise hors de combat, j'ai gardé par l'intermédiaire d'anciens rebelles qui étaient ralliés, qui travaillaient pour moi, j'ai gardé des relations avec le commandant de la Wilaya 3, c'est-à-dire le colonel Amirouche, qui ne se doutait absolument pas que l'organisation rebelle à Alger avait été non seulement démantelée, et il pensait qu'il en restait encore, et ceci parce que je lui écrivais, par l'intermédiaire évidemment de gens qu'il ne pensait pas arrêter, mais qui en fait travaillaient pour moi. Plusieurs mois de correspondance fictive et d'infiltration finissent par obtenir un résultat inespéré. Le 12 novembre 1957, un des Bleus envoyés par Léger comme émissaire vers le maquis d'Amirouche revient porteur d'une lettre incroyable. Ordre de mission. Le porteur de cet ordre de mission est habilité au nom de la Wilaya 3 de représenter l'armée et le Front de Libération Nationale au sein de la zone autonome d'Alger. En clair, Amirouche vient officiellement de nommer le capitaine Léger, un militaire français, comme successeur de Yassef Saadi et chef des poseurs de bombes dans la capitale. Les Bleus. Amirouche doute. Terrible erreur. Léger s'en saisit. Après l'infiltration et la manipulation, l'heure est à l'intoxication. Si Amirouche croit que sa wilaya est gangrénée par des traîtres qui travaillent pour les militaires français, Léger va tout faire pour le convaincre qu'il a raison. Reste à trouver l'instrument de cette intoxication. La chance lui sourit sous les traits d'une ravissante jeune fille de 18 ans, Tadjer Zora, dit Rosa, arrêtée à Borj Menayel pour avoir cousu un drapeau du FLN. Face au beau capitaine français, la belle lui fait du charme et accepte aussitôt de rejoindre les Bleus. Un ralliement bien trop rapide pour Léger le psychologue. Rosa ment, Léger en est sûr, très bien.
Alors, il va se servir d'elle. Dans son bureau, il lui lit des lettres truffées de signatures connues du FLN et une liste imaginaire d'espions à sa solde que le capitaine français prétend avoir infiltrés dans le maquis d'Amirouche. En la raccompagnant chez elle, à Alger, Léger prend soin de traverser au pas le marché de Borj Menaïel. Habillé en grand uniforme de parachutiste, le capitaine Léger roule au pas, fenêtre ouverte, il prend son temps. Le temps pour les guetteurs du FLN d'observer et de rapporter au maquis la présence de cette jeune Algérienne qui s'est vendue aux militaires français. Rosa ne donnera plus de nouvelles. Léger, lui, sait très bien où elle est partie. On a eu les nouvelles quelque temps après. Lorsqu'on a appris qu'elle était remontée au maquis et que là, elle était tombée sur le fameux capitaine Mayous, dit Yassine la torture, qui évidemment l'avait accusée d'être une espionne. Elle s'est défendue comme un beau diable et il lui a dit, écoute, tu m'accuses d'être une espionne, mais alors des espions, autour de toi, il y en a en pagaille. Parce que moi je sais. Alors là, Mayous, qui n'était pas très intelligent, a voulu en savoir beaucoup plus. Sous la douleur, elle a raconté, j'ai son compte-rendu d'interrogatoire, elle a raconté qu'effectivement, elle avait été envoyée par le capitaine Léger. Elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus, des mots de reconnaissance invraisemblables. Et malheureusement, elle a été égorgée après. Rosa a bien servi. Hassen la torture a fait son œuvre. C'est un ancien de la Gestapo. Avec lui, tout le monde avoue, même les innocents. À la lecture des aveux des suppliciés, Amirouche, lui, voit tous ses soupçons confirmés. Injecté dans les veines de la Wilaya 3, le virus de la bluite va désormais se propager dans le corps du maquis kabyle. En commentaire, dites d'où vous regardez cette vidéo. La découverte du PC opérationnel d'Amirouche, chef FLN de la wilaya numéro 3 d'Algérie, révèle l'existence d'un charnier où sont retrouvés les cadavres horriblement mutilés de 400 fellagas assassinés sur l'ordre de leur chef. Des restes sanglants impossibles à montrer ici et des instruments de torture qui sont autant de preuves des épurations inhumaines que les rebelles effectuent périodiquement dans leurs rangs. Après l'affaire de Rosa, à ce moment-là, on a commencé à arrêter tous les officiers de cette zone-là. Et comme c'est une zone fraîchement structurée, elle était donc structurée par des jeunes étudiants. Et tous sont passés à la casserole. Et pratiquement aucun d'eux n'a survécu. Le premier signe qui m'a alerté que quelque chose n'allait pas comme il le faut dans la tradition du FLN, c'est que les gens qui étaient interrogés, qui suivaient l'un l'autre, et que je connaissais très bien, c'était des cadres, toutes les questions qui leur étaient posées, c'était quel est ton patron, à quel réseau tu appartiens, quand tu as commencé, ça devenait très suspect. Jusqu'au jour où mon cousin Germain avait été arrêté, et imaginez, cousin Germain avec qui on a grandi, parce qu'on avait à peu près 10 mois qui nous séparaient, donc on a grandi ensemble dans la même maison où nos parents habitaient, et on a été à la même école, et voir mon cousin être torturé, pratiquement tué à petit feu, et ne pouvoir rien faire, c'était... Quand on suspectait quelqu'un, on s'est dit on ne peut pas prendre de risques pour la révolution. On n'a pas de prison, on n'a pas d'interrogatoire, on n'a pas moyen de pousser l'interrogatoire pendant des semaines. Surtout avec les opérations militaires constantes, les ratissages constants. Et même le colonel Amirouche a dit, dans le doute, on ne peut prendre aucun risque.
On ne peut pas avoir derrière soi des traîtres. Qui que ce soit est visé et suspecté, si on lui colle l'étiquette traître, il est fini, il est mort. Et il y avait la tradition des tortionnaires du FLN était très simple. Avant d'être torturé, la victime creusait son propre tombeau. C'était un aveuglement, parce que s'il n'était pas aveuglé, ces éléments-là qu'il soupçonnait ne seraient pas restés, il aurait rejoint. Il n'aurait pas attendu qu'on vienne les arrêter comme des dindons. C'était quand même des chefs, des types robustes, des durs à cuire. J'étais étonné qu'on vienne les arrêter. Je lui ai donc posé la question. Je lui ai dit, est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dedans? Quand j'ai vu des personnes qui étaient plus patriotes que moi arrêtées et torturées. Il m'a dit, si, il y aura des erreurs. Mais ça, pour sauver la révolution, il fallait qu'on touche dans la chair saine. Jour après jour, l'horreur se répand. Après 5 ans de maquis, Rémy Madouy va, à son tour, se faire prendre dans l'engrenage infernal de la bleuite. C'était au mois de mars, le 19 mars, donc je rentrais à mon PC, et au moment où je suis rentré dans la casemate, j'ai déposé ma mitraillette, donc 2 personnes me sont sautées dessus, m'ont mis par terre et m'ont ligoté, sans savoir pour absolument aucune raison. Et on m'a emmené et je me suis retrouvé dans un centre de torture dirigé par le fameux Hassan Mayouz la torture. Sous la torture de Mayouz, personne ne tenait 24-48 heures. Comment j'ai tenu 2 semaines? Enfin 2 semaines, moins 3-4 jours, puisqu'à la fin je m'évanouissais, donc j'étais davantage évanoui que sous la torture. Comment? Je n'en sais rien. Parce que pendant ces 2 semaines, je ne sais même pas si j'ai eu un repas, parce que c'était soit à midi, soit le soir, c'était le reste de mes tortionnaires qui mettaient comme une bouillie avec de l'eau, c'était mes repas. Le soir, bien qu'avec la torture, évidemment, j'étais nu, j'étais mouillé, il y avait à l'entrée de la casemate où ils dormaient, un genre de trou qu'ils avaient creusé, où mes genoux étaient dans le trou, et avec mes pieds sur mes fesses pratiquement. Et dans ce trou, il y avait très peu d'espace avec l'humidité. Donc impossible de dormir. Donc, pendant 2 semaines, la soif, la faim, le sommeil, donc on devient une loque, quoi, pratiquement. Laissé pour mort, Rémy Madouy finira par s'évader et par rejoindre les rangs de l'armée française. Comme lui, des centaines d'hommes désertent pour échapper à la mort. Le capitaine Léger a atteint son objectif. Le maquis s'autodétruit. Il n'a même plus besoin d'intervenir. L'épidémie de la bleuite est désormais hors de contrôle. Aux armées, le 3 août 1958. Chers frères, j'ai le devoir et l'honneur de vous informer en priant Dieu que ce message vous parvienne à temps de la découverte dans notre wilaya d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois par les services secrets français contre la révolution algérienne avec la complicité d'éléments les plus divers. Ce complot, d'après les renseignements en notre possession, s'étendrait à toutes les wilayas d'Algérie. Il aurait même des ramifications dans nos bases de Tunisie et du Maroc. Le réseau tissé dans notre wilaya vient d'être pratiquement mis hors d'état de nuire après une enquête d'autant plus ardue que ces chefs dans le maquis étaient des hommes en apparence au-dessus de tout soupçon. Quand j'étais torturé, j'étais obligé de rejoindre l'armée française pour sauver ma vie, eh bien, je le regrettais. Okay. Probablement, s'il n'y avait pas le risque de perdre ma vie, je ne l'aurais jamais fait. Okay. Dans le sens même
Même là où je devais sauver ma vie, le seul truc que je regrettais, c'est que je ne peux plus me battre pour mon peuple. C'est quelque chose d'incroyable, à 20 ans. La Bleuite, du point de vue militaire, ça a été une réussite extraordinaire du côté français. Par contre, pour l'Algérie, ça a été absolument un désastre. Que l'Algérie continue de payer un demi-siècle après. Le dégât ou les conséquences de la Bleuite, c'est qu'elle a été la raison ou la source de l'extermination de toute une jeunesse algérienne éduquée qui aurait été l'avenir de l'Algérie. C'est un gâchis, je crois, dans tous les domaines. Okay. Humain, beaucoup plus qu'autre chose. C'est un gâchis, un pays qui aurait pu être l'exemple pour les pays sous-développés, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Ce peuple-là, si ça n'avait pas fini tel que ça l'a été, quel pays ce serait aujourd'hui? C'est ça, je crois, qui est c'est ce que j'appelle gâchis. La Bleuite continuera longtemps, même après la mort d'Amirouche, abattu en 1959 par les troupes françaises. Le bilan exact des morts ne sera sans doute jamais connu. Le capitaine Léger, lui, parle de 4000 victimes, un chiffre invérifiable. Nous avons été encerclés dans un plafond. Le 12 novembre 1961, près d'Erzaroukhran, nous avons été dénoncés. Et quand les parachutistes sont arrivés, nous étions dans la grenier de la maison Julien, d'un Français. Et là, un miracle. Ils sont montés. J'ai tiré. J'étais le seul à avoir une mitraillette. Nous étions 3, et donc j'ai tiré, et le capitaine qui est monté pour nous capturer a trouvé la mort là-bas, et 2 soldats blessés, et nous sommes sortis, nous avons suivi des soldats, et miracle, nous étions dénoncés, encerclés sur renseignement, l'armée française a perdu un capitaine et blessé 2 soldats. Et quand nous avions suivi les soldats qui sortaient, qui fuyaient, parce que j'ai donné ordre à mes compagnons de sortir. Il ne fallait pas se faire tuer comme des rats, se griller comme des rats. Nous sommes sortis, et puis pas de soldats, rien autour de la maison. Et puis subitement, j'entends le bruit de 2 avions. J'ai levé les yeux au ciel, et j'ai vu 2 avions qui piquaient sur la maison. C'est à ce moment-là que... C'est un espace de quelques secondes. Nous sommes sortis, les avions sont arrivés, la maison est partie en éclats, et nous sommes chose. Et puis les soldats nous ont acculés vers le village. Et là, au moment où nous essayons nous éloigner de la maison, c'est à ce moment-là que les soldats nous ont commencé à tirer et nous attendaient. Et nous ont reculé dans le village, et là, dans le village, il y avait un combat de rue, dans le village, et une femme, comme si elle était tombée du ciel, elle nous a emmenés chez elle. Elle m'a dit, je vous emmène chez moi, je vais vous cacher, nous étions 3, et puis elle m'a dit, hier j'ai ramené des branches d'olivier des champs. Donc je vais, si vous acceptez, je vais vous mettre dans ces branches d'olivier, je vais vous cacher, etc. Femme courageuse, très courageuse. Madame Aberkan Keltouma. Et puis son mari, en entrant à la maison, il demande à son mari, voilà,
Voilà, ces Moudjahidines, bon, ils sont accrochés dans le village, ils n'ont pas d'espoir de s'en échapper. Est-ce que tu acceptes qu'on les cache chez nous? Elle lui dit oui. Alors, il s'adresse à nous, soyez bienvenus. Nos vies ne sont pas plus précieuses que les vôtres. Nous allons vivre ensemble ou mourir ensemble. C'est Ali Aberkan, son mari, son cousin. Voilà les paroles. Et on s'en était sortis.